La vie des idées, avec Mathieu Bock-Côté. Chers amis, ici Mathieu Bock-Côté et bienvenue à La vie des idées. Une riche tradition de pensée a cherché à penser ce qu'on pourrait appeler la manipulation idéologique et politique du langage. C'était le cas de George Orwell, c'était aussi le cas de Czesław Miłosz. Ils nous apprennent, ces penseurs nous apprennent une chose centrale, les mots ne sont pas que des mots. Ils viennent avec des idées, des systèmes idéologiques, ils portent une vision du monde. Réfléchir au langage, c'est réfléchir aux conditions de notre propre pensée, aux conditions nécessaires à l'expression des idées. C'est dans cette tradition de pensée qu'on peut inscrire Ces mots qui pensent à notre place, le nouveau livre de Patrick Moreau, et il s'y inscrit de la plus belle manière. Je ne sais pas si Patrick Moreau se réjouira de ce compliment, car c'en est un, mais il vient de publier un livre que j'aurais voulu écrire. Je suis très heureux de le recevoir aujourd'hui. Patrick Moreau, bonjour. Bonjour, monsieur Côté. Alors, je vous pose donc, dans ce livre, Ces mots qui pensent à notre place, petit échantillon de cette novlangue qui nous aliène, vous vous inscrivez dans cette tradition de pensée qui cherche justement à penser la manipulation consciente ou inconsciente idéologique du langage, comment finalement les mots, le titre est fort, ces mots qui pensent à notre place, comment en achetant un certain vocabulaire, nous achetons un système de pensée sans même nous en rendre compte. Vous nous présentez ça un peu à la manière d'un dictionnaire des mots et idées reçus du vocabulaire contemporain. Qu'ont en commun tous ces mots que vous rassemblez dans cet ouvrage? Oui, ils sont assez divers, je dois dire, puisque certains de ces mots viennent plus du vocabulaire politique, disons, ou sociologique. D'autres, au contraire, sont très familiers. Certaines interjections à la mode, etc. Comme ouah. Oui, par exemple, sur lequel je finis cette liste. Ce qu'ils ont en commun, c'est peut-être justement leur inconscience. C'est-à-dire que ce sont des mots qui se sont insérés dans le vocabulaire commun petit à petit, à partir essentiellement d'organes médiatiques ou politiques, et qui ne sont jamais interrogés, c'est-à-dire qu'on ne cherche jamais à voir ce qu'ils sous-entendent, ce qu'ils suggèrent comme vision du monde ou comme vision de la société, ou bref, qu'ils cachent finalement une idéologie. Vous le notez dès votre introduction, certaines formules, certains termes s'imposent très très rapidement. Je pense que vous pensez à la culture du viol, mais on pourrait en nommer bien d'autres. Ils apparaissent quelquefois dans des marges militantes et très rapidement ils s'imposent dans la vie publique. Et une chose qui m'a frappé en vous lisant, et d'ailleurs je crois que c'est un des thèmes qui traverse l'ouvrage implicitement, c'est ce qu'on pourrait appeler la non-résistance à la novlangue. C'est-à-dire, on pourrait s'attendre à ce que devant ce vocabulaire, soit l'esprit moqueur, soit encore l'exaspération devant la novlangue ou la langue de bois réagissent. Eh bien non, tout dans la plupart des mots que vous évoquez, effectivement, s'impose presque naturellement et très rapidement, et un terme qui était tout à fait, en fait, presque enfermé dans des départements de sciences sociales très idéologiques, 2 ans plus tard devient la norme et qui ne l'utilise pas en paie le prix. Comment expliquez-vous ce principe de non-résistance? Alors, comment l'expliquer, c'est peut-être un peu difficile. En fait, est-ce que je me trompe en voyant après? Non, vous avez tout à fait raison. Il y a une absence totale de résistance à des formules qui, pourtant, sont de façon assez évidente inadéquates. Culture du viol est, à mon avis, un exemple. Je veux dire qu'on peut effectivement s'interroger sur la violence faite aux femmes, etc. Mais parler d'une culture, aujourd'hui, au Québec, du viol, me semble tout à fait outré dans l'utilisation des termes, entendons-nous bien. Et le fait que, à la fois les médias et l'opinion publique présente une absence totale de résistance par rapport à ces mots, à quelque chose d'inquiétant. Alors à quoi est-ce que ça tient? Je pense qu'il y a 2 phénomènes un peu très clairement différents. Il y a un phénomène purement linguistique. Est-ce que nous avons encore le souci du mot juste, de nommer la réalité avec le maximum d'exactitude, d'utiliser, bref, les bons mots pour dire les choses? Et il y a une peur. Alors je crois que nous vivons particulièrement en Afrique du Nord dans des sociétés qui sont on va dire, relativement tétanisé par la crainte de commettre un faux pas, la crainte de passer pour antiféministe, de passer pour raciste. Je dis bien de passer pour. Oui, bien sûr. Il suffit d'utiliser le mauvais mot au mauvais moment. Et donc, les gens, par crainte, vont préférer adopter justement ces termes à la mode, ce qui les garantit finalement d'être dans une forme d'orthodoxie. Votre livre s'inscrit, je le disais en ouverture, dans une tradition de pensée, à tout le moins vous me corrigerez si je me suis trompé, mais qui cherche à penser justement
politiquement le langage. Pensez de quelle manière le langage utilisé n'est pas justement purement instrumental, qu'il conditionne une vision du monde d'une manière ou de l'autre. Vous rappelez son importance, par exemple, dans l'Allemagne nazie. Vous marquez aussi dans le monde communiste. Vous prenez la peine, évidemment, de noter que notre monde n'est en rien comparable aux deux totalitarismes du 20e siècle. Mais néanmoins, il y a une communauté, pas une communauté, mais une continuité, en fait, dans ce langage qui cherche moins à décrire qu'à masquer le réel. Quel rapport au réel, quand on vous suggérait d'ailleurs cette formule-là, je crois qu'il sert à masquer, à voiler, à faire un écran sur le réel. Comment se déploie ce langage? Comment fonctionne-t-il dans justement sa volonté d'obscurcir le réel, d'empêcher d'y avoir accès d'une manière ou de l'autre? Il y a des termes, alors c'est effectivement une constatation qu'on fait, je m'appuie beaucoup sur Victor Klemperer qui a analysé le langage du nazisme, Orwell évidemment qui est connu pour son analyse de la novlangue qui reprenait dans le fond les ou le système de pensée marxiste et communiste, il y a une ambiguïté du langage. Le langage sert à dire le réel, mais en même temps, il n'est pas le réel, il a une certaine autonomie, et donc on peut très bien construire des discours, on le sait par exemple dans la fiction, mais aussi bien entendu dans l'idéologie, qui sont une sorte de reflet, de mauvais reflet, pourrait-on dire, du langage. Et donc l'idéologie a toujours insisté là-dessus. Alors croire que l'idéologie ne va de pair qu'avec les systèmes totalitaires, c'est évidemment commettre une erreur. Et ce que je défends dans le livre, c'est qu'on a aujourd'hui toutes sortes de constructions qui viennent alors de différents endroits et pas uniquement effectivement de l'État. C'est là la grande différence par rapport au totalitarisme, qui viennent des universités, qui viennent des médias, voire des publicitaires, de groupes plus ou moins organisés, qui en fait utilisent des mots ou construisent des mots et expressions qui ont pour but avant tout de défendre un intérêt ou de défendre des intérêts ou des visions du monde plutôt que de décrire correctement la réalité. Et je trouve personnellement qu'intellectuellement c'est quelque chose d'inquiétant parce qu'on perd justement ce rapport au réel et la possibilité d'établir des comparaisons. Tenez, je vous donnerai un exemple que je n'ai pas développé dans le livre. Quand la commission d'enquête fédérale sur les Amérindiens, il y a 2 ans de ça, utilise le terme génocide culturel. Il me semble que le terme génocide est dangereusement utilisé dans cette expression-là, dans la mesure où on fait un parallèle entre des véritables génocides et ce qu'il s'est passé au Canada. Or, on joue un jeu dangereux dans la mesure où ça rabaisse, dans le fond, le concept de génocide qui a été inventé exprès pour qualifier des crimes inqualifiables, c'est-à-dire des crimes qui étaient tellement horribles que le terme de meurtre ou de meurtre de masse ne convenait plus. Si on rabaisse ces mots-là, on perd quelque chose à la fois du réel et d'une pensée lucide, honnête, objective. On constate en vous lisant, je classe pas l'ensemble parce que c'est un dictionnaire d'une série de termes. On trouve des expressions comme ethnie ou ethnique, nationalisme ethnique, authenticité, clientèle de mémoire. Est-ce qu'il est présent clientèle? Donc il est mentionné. Oui, c'est ça. Donc c'est une série de termes et sans vouloir en faire classer chacun des termes que vous utilisez dans une catégorie ou l'autre, on pourrait dire qu'il y a des termes qui relèvent un peu de l'idéologie néolibérale et d'autres appelons ça du progressisme diversitaire d'aujourd'hui. J'ai eu l'impression en vous lisant, mais vous me corrigerez, dans les termes de tout ce qui relève de l'idéologie néolibérale, eh bien ça sert en fait à naturaliser le marché, ça porte une vision terriblement minimaliste du politique. Le citoyen devient un client, le client devient un contribuable, le contribuable devient un payeur de taxes. Et de l'autre côté, on pourrait dire à gauche, il y a cette novlangue diversitaire qui cherche en fait à empêcher de penser les peuples, l'histoire, la culture, les traditions, l'enracinement. Est-ce qu'on peut voir, est-ce que je décris correctement une bonne partie des termes que vous utilisez en les classant dans ces catégories idéologiques? Tout à fait. Et avec des rencontres, je dirais, entre les deux. Je prends l'exemple du terme ouvert, qui est un des plus communs et un des plus à la mode aujourd'hui. Le terme ouvert sert effectivement l'idéologie libérale de l'ouverture des frontières, du marché ouvert, etc. Il est troublant de voir qu'il est également utilisé pour évoquer depuis fort longtemps tout ce qui a rapport à la tolérance, etc. Autrement dit, on a, je crois, dans la société moderne, une sorte de rencontre de 2 formes de libéralisme
qui n'arrivent pas à se penser ensemble et qui pourtant sont totalement solidaires, c'est-à-dire le libéralisme économique, disons celui du Parti libéral, etc., et le libéralisme qui se veut libéral par rapport à l'identité, par rapport à la fluidité des identités, mais qui dans le fond est un peu l'envers moral du premier. Autrement dit, des gens qui, à mon sens, je vais peut-être aller un petit peu loin, mais qui se pensent d'extrême gauche ou révolutionnaires, défendent en fait une même philosophie que les partis de gouvernement actuels. Cette espèce de convergence entre la droite libérale ou néolibérale et la gauche multiculturelle, on l'analyse souvent intellectuellement, idéologiquement, mais là vous montrez c'est presque comment la connexion s'opère de manière bien plus même pas consciente justement à travers ces mots qui pensent à notre place, pour reprendre le titre de votre livre. Vous donnez un exemple aussi, par exemple, j'entre directement dans les termes que vous analysez, le terme ethnique par exemple, c'est-à-dire ou nationalisme ethnique, qui s'est imposé depuis une vingtaine d'années au Québec pour décrire tout ce qui autrefois faisait partie des fondements du nationalisme. Donc par exemple la langue, l'histoire, la culture, tout ce qui relevait du donné, tout ce qui relevait de la transmission, de l'héritage, a été étiqueté ethnique. Et ce qui restait finalement de légitime de la nation, c'était le civique, c'est-à-dire le purement l'administratif et juridique. De ce point de vue, on peut dire que certains de ces mots-là disent exactement le contraire de ce qu'ils prétendent. Quand on dit nationalisme civique, c'est une manière de ne plus dire nation, c'est une manière d'effacer la réalité en prétendant la maintenir artificiellement. Exactement, parce que soyons clairs, une nation ne pourrait pas se définir uniquement, mettons, par un texte constitutionnel. Ça n'aurait guère de sens. Elle est forcément associée, et c'était l'idée des nationalités depuis le 19e siècle, à une langue, une culture, une identité, justement, que l'on qualifie aujourd'hui d'ethnique. En fait, ce qui me frappait dans ce terme-là, c'est que ethnique, qui vient du grec, et nation, qui vient du latin, sont en fait des termes à peu près synonymes. Alors, on en utilise un pour évoquer le côté glorieux, le mot nation, on n'ose pas trop s'y attaquer, même si nationalisme dans certains cercles est en revanche très mal vu. Et on a repris le terme ethnique pour définir finalement le mauvais aspect du nationalisme, sauf d'ailleurs quand on parle d'ethnie pour les immigrants. Autrement dit, là encore, il y aurait une bonne et une mauvaise ethnie. Or, je trouve que ça reflète une énorme confusion de pensée. Il est clair que le nationalisme, s'il existe, est forcément le reflet d'une identité, qu'on la qualifie de nationale ou d'ethnique, peu importe. C'est exactement la même chose, en fait. Alors, il me semble qu'il y a beaucoup de termes comme ça, modernes, qui sont uniquement là pour stigmatiser des idées, des partis, disons-le, au Québec, c'est clairement une option politique qui est visée, mais qui en fait reflète plus un flou de la pensée qu'une réelle pensée de ce qu'est une nation, le nationalisme, etc. Je vous pose une question un peu en décalage par rapport à celle-là pour revenir ensuite à la nation, mais parce que si je vais parler de cet article-là sur ethnique et nationalisme ethnique, je me suis demandé, et ça c'est une espèce de, c'est ma manière, c'est ma forme de charité lorsque je suis dans le débat public, je me dis, est-ce que je suis devant quelqu'un de malveillant ou tout simplement d'inculte? Et s'il est inculte, c'est pas de sa faute, il peut s'améliorer. S'il est malveillant, mais c'est autre chose. Et j'ai eu l'impression que, en vous lisant, que beaucoup de ces mots-là étaient souvent utilisés par des hommes et des femmes publics, des politiques ou quelquefois des journalistes ou même des intellectuels, qui ont une culture assez approximative finalement et qui ne savent pas ce qu'ils disent en parlant. C'est-à-dire non seulement ces mots pensent à leur place, mais eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils pensent lorsqu'ils les utilisent. Est-ce que c'est une intuition que vous partagez d'une manière ou d'autre? Est-ce que c'est une impression que vous partagez? C'est la formule écrite, pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils disent. Ça, on a parfois l'impression, malheureusement, que ça ressemble un peu à ça, effectivement, que ces mots que je qualifie de mots qui pensent à notre place sont des mots, comment je pourrais dire ça, des mots phares, des mots qu'il suffit d'utiliser. Des signaux, vous dites. Oui, des signaux, effectivement, et qu'il suffit de mettre bout à bout pour montrer patte blanche et faire un discours qui soit idéologiquement acceptable. Et certains d'entre eux sont effectivement, on vient de parler du mot ethnie qui me semble frappant de ce point de vue-là, sont effectivement très très mal ficelés, très très mal définis en termes... écoutez, dans la tradition philosophique, définir les concepts, c'est une priorité, et on a l'impression qu'on lance des mots comme ça dont la définition est très très floue, et que ça n'empêche pas leur utilisation, leur reprise,
utilise. Alors oui, on a parfois cette impression très forte que les gens les utilisent sans trop penser à ce qu'ils disent. Vous avez suggéré il y a quelques instants que ces termes servent aussi à disqualifier. Et ça, je crois, c'est une partie essentielle de votre ouvrage, c'est-à-dire vous montrer comment ces termes-là, donc ils sont mis en circulation, souvent. D'abord, première chose, il faut les utiliser. Sans quoi on demandera aux gens pourquoi vous les utilisez pas. Si on ne les utilise pas explicitement, si on refuse de les utiliser, alors là, on se classe dans le camp des proscrits. Et par ailleurs, ces termes, en vous lisant, on a l'impression qu'ils servent surtout à tracer le monopole du bien, du vrai et du juste. Et tous ceux qui ne les emploient pas, tous ceux qui se situent pas à l'intérieur de l'univers mental qui est associé à ces mots-là, sont disqualifiés de la parole publique. Ils apparaissent finalement comme des infréquentables d'une manière ou de l'autre. Est-ce qu'on est devant des mots qui, fondamentalement, à tout le moins dans leur usage politique, servent à stigmatiser? C'est leur rôle premier. C'est ce que j'appelle, je ne sais pas si j'utilise l'expression dans le livre, des mots sans ombre. C'est-à-dire des mots qui sont tellement surexposés à la lumière que leur contraire ne peut être que dans l'ombre. Et dans l'ombre, c'est évidemment la droite, l'infréquentable, etc. Pensons à laïcité ouverte. La laïcité est un concept qui se définit très bien et on aurait pu discuter, voilà quelques années, de laïcité. Mais le simple fait d'introduire l'idée de laïcité ouverte, c'est en fait même pas l'idée, mais tout simplement les mots laïcité ouverte suggèrent que la laïcité tout court est forcément fermée, bornée, intolérante, etc. Et je dirais le suggère avec énormément de mauvaise foi, dans la mesure où la laïcité ouverte, ça ne correspond pas historiquement à la définition de la laïcité, mais à une toute autre chose qui est la tolérance religieuse, ce qui n'origine pas des mêmes, ni de la même époque, ni des mêmes régimes de pensée. Donc oui, ils ont pour but tout à fait de stigmatiser, de rejeter, de mettre une frontière entre ceux qui pensent bien et ceux qui sont du côté du mal. Oui. Je me permets de vous relancer sur ça parce qu'on a effectivement une bonne partie du débat public aujourd'hui qui semble fonctionner à travers cette espèce de duo conceptuel, c'est-à-dire ouvert, fermé, humaniste, et puis c'est quoi l'envers? Pas humaniste probablement. Son contraire, tout à fait. On a aussi ouverture à l'autre, repli identitaire. Mais la condition même du débat public, et vous le suggérez, la condition même du débat public, c'est d'accepter la possibilité de l'existence de l'autre dans le débat. C'est-à-dire, je ne suis pas d'accord avec lui, mais sa position est légitime. Je suis en désaccord avec ce qu'il nous dira, mais il peut le dire et ses arguments sont intelligibles. On peut les comprendre même si on doit les rejeter en dernière instance. Est-ce que c'est pas la possibilité même du débat public qui est finalement condamnée par finalement ce politiquement correct? Oui, et au-delà du politiquement correct, par ce refus effectivement de débattre de certaines choses qui sont pourtant éminemment sociales, politiques. Prenons, je pense, parce je lisais un article ce matin là-dessus sur le thème de l'immigration, le fait que dès qu'on soulève cette question-là, on se classe automatiquement soit dans les ouverts qui doivent accepter toute forme d'immigration, y compris illégale, soit on souffle, comme disait le Premier ministre, sur les braises de l'intolérance. Alors il y a une sorte d'interdit sur les débats, comme il y a une sorte d'interdit sur les mots. Dans la question précédente, vous évoquiez justement cette obligation d'utiliser les mots. Un exemple qui me vient à l'esprit, c'est la féminisation en eux. Alors je précise que je n'ai absolument rien contre la féminisation de certains mots, mais la féminisation de mots comme professeur ou auteur avec un E m'horripile pour des questions linguistiques, c'est-à-dire qu'elle n'est pas conforme en fait à l'étymologie, et bon bref, pour des raisons, je précise, strictement linguistiques. Ce qui est à l'honneur d'un professeur de littérature. Je le crois en tout cas. Mais le simple fait de refuser effectivement d'écrire les étudiants avec .e, .s ou professeur avec l'écriture inclusive, comme on dit. Voilà. Vous classe d'emblée dans les vilains réactionnaires antiféministes, ce qui est en soi une absurdité et ce qui empêche justement qu'on discute non seulement des idées, mais même des mots qu'on utilise. Autrement dit, on a toujours ce processus d'établissement de frontières. Vous êtes dans le bon camp, dans le mauvais, alors sur une question, et dans ce cas-là, c'est le débat qui est rejeté, ou sur des mots ou des expressions. Je reviens sur cet exemple-là parce qu'il fait débat en France en ce moment, justement, la question de l'écriture inclusive. En gros, on sent très bien se dessiner le mouvement suivant. Un manuel scolaire a été fait avec les codes de l'écriture dite inclusive. Pour l'instant, ça exaspère tout le monde.
dans quelques années, eh bien, il va y avoir une forme de ralliement du camp progressiste autour de ça. Et en dernière instance, si opposé, on passera bien malgré soi à l'extrême droite. C'est-à-dire, on sera parmi les réacs, l'extrême droite, ceux qui refusent l'évolution de la langue. Mais est-ce que, quand on voit ça, ce qui me fascine, c'est comment, encore une fois, que les militants, vous les suggérez d'ailleurs, plusieurs de ces mots-là sont d'origine militante, mais que le militant ait des idées comme celle-là, le militant radical, je peux le comprendre, mais que le commun des mortels, finalement, que l'homme ordinaire, que la femme ordinaire, qui a le sens commun avec lui, le bon sens, le sens commun auquel vous faites référence d'ailleurs, finissent par capituler. Permettez-moi d'y revenir parce que ça m'obsède. Il ne devrait pas être si difficile que ça de résister à cette nouvelle langue, et pourtant on y cède facilement. Et c'est ce secret finalement du ralliement ou de la démission des consciences devant ce nouveau vocabulaire, dans le cas où vous suggérez c'est l'écriture inclusive. J'essaie de comprendre ce qui fait que le commun des mortels finisse par basculer. Deux faiblesses, à mon avis. D'une part, l'école, la formation à la langue, la formation justement aux mots justes, la formation littéraire, philosophique, bref, la formation qui tourne autour du langage, qui tourne autour de l'enrichissement du vocabulaire, est défaillante dans nos sociétés depuis au moins une, sinon deux générations, en tout cas, disons, depuis les années 70. Et ça n'aide pas, évidemment, à avoir à considérer les mots, à prendre les mots au sérieux, à les considérer sérieusement, à les considérer comme une richesse et leur application au réel comme quelque chose d'important. Donc, si ça n'est pas important, on est un peu ouvert à toutes les modes. La deuxième raison me semble médiatique, c'est que les médias servent de chambre d'écho à ces nouvelles expressions. J'ai une expression dont je traite dans le livre, travailleuse du sexe. Ah oui, TDS. TDS maintenant, qui a été reprise 10 ou 15 ans après son invention par les médias. Et une fois qu'elle passe dans les médias, le terme utilisé auparavant, à savoir prostituée, qui, d'un point de vue, je peux comprendre qu'il pose problème parce qu'effectivement, il moralise beaucoup, disons, mais celui-là devient une espèce d'insulte, alors qu'il ne l'était pas au départ. En tout cas, par rapport à des termes injurieux, prostituée était le mot neutre pour en parler. Et donc, les mots évoluent de cette façon-là. On se retrouve, là encore, comme tout à l'heure avec la féminisation, à utiliser le mauvais mot et donc à être la mauvaise personne puisqu'on utilise le mauvais mot. Vous parlez de l'école, vous parlez des médias. Dans votre conclusion, où vous cherchez à tirer quelques réflexions globales sur ce phénomène, vous évoquez aussi le rôle, et j'ai trouvé ça tout à fait passionnant, des universités américaines, disons ça comme ça. C'est-à-dire les départements de Cultural Studies, les studies, les Subaltern Studies et ainsi de suite, qui nous viennent du monde anglo-saxon. On a l'habitude, quand on pense à l'impérialisme américain, pour reprendre la formule classique, on l'associe au militarisme américain, on l'associe à la droite républicaine, à la droite conservatrice. Bon, faut dire que ça a effectivement donné des bombes en Irak en 2003, ce qui n'est pas nécessairement sympathique. Mais il y a un autre impérialisme américain dont vous nous parlez finalement, qui est une forme d'impérialisme progressiste en quelque sorte, qui nous impose le vocabulaire du libéralisme américain, qui nous vient des universités de la côte Est souvent, ou à tout le moins il y a des universités des départements qui se veulent progressistes, et qui imposent partout dans le monde, à tout le moins partout dans le monde académique et ensuite dans le monde médiatique, ces concepts qui trouvent souvent leur origine dans ces départements. Est-ce qu'on peut parler de ce point de vue d'un impérialisme progressiste à l'américaine? Forme d'impérialisme culturel et intellectuel. Pensez la théorie du genre, pensez à cette nouvelle façon de percevoir le féminisme justement à travers la langue, ou comme si les femmes étaient une sorte de tribu séparée de l'humanité, ce qui une vision, à mon avis, assez aberrante du féminisme. Pensez à des termes comme appropriation culturelle, etc. Alors, on a l'impression qu'on lance dans ces universités des théories qui sont souvent assez, je pense à la théorie du genre, assez alambiquée et assez contestable du point de vue simplement logique. Et on dirait que des universités à travers le monde reçoivent ça comme la grand-messe autrefois, c'est-à-dire que c'est un peu le nouveau Vatican, on n'a pas le droit de s'y opposer, c'est forcément progressiste et donc il faut adhérer à ces termes, ces théories, etc. Là encore, on pourrait parler d'une faiblesse de la résistance intellectuelle, ce qui est troublant chez des universitaires. Et ça participe, oui, d'une espèce de mainmise culturelle. Tenez, un dernier exemple qui me frappe,
c'est la racialisation des rapports sociaux. Oui. Vous avez un article consacré au terme blanc. Oui, mais qui me semble d'une aberration totale, c'est-à-dire que dans la société américaine, où effectivement, c'est une évidence, la racialisation des rapports sociaux a été quelque chose de fondateur et d'extrêmement important et d'extrêmement néfaste, etc. Je dis bien dans la société ex-esclavagiste américaine, mais qu'on applique cette même vision raciale de la société à un pays comme le Québec ou au Canada, où la race n'a joué qu'un rôle extrêmement minime. Je veux dire, c'est dans l'histoire canadienne, l'opposition, c'est avant tout entre le français et anglais, disons-le comme ça. Oui, entre deux groupes de blancs, l'opposition linguistique et nationale, pas raciale. On utilisait le mot race, ceci dit, pour les définir, race anglo-saxonne et race française au 19e siècle. Mais bref, il s'agissait évidemment pas de racisme en tant que tel. Et on applique ça à la France, à l'Allemagne, etc., à des pays qui ont une immigration internationale, mais qui n'ont pas un vécu esclavagiste central dans leur identité. Alors évidemment, l'esclavage a existé aux Antilles françaises, etc. Mais en métropole, partout dans le monde, en fait. Et partout dans le monde, effectivement. Mais c'est le rapport à la race n'était pas du tout le même que aux États-Unis. Et on est en train d'exporter ça, à mon avis, pour le pire, là encore, puisqu'on exporte une espèce de catégorisation raciale inutile et néfaste. Impérialisme américain, on pourrait dire aussi impérialisme anglophone. Vous notez à certains moments que certains développent un rapport complexé à la langue française parce qu'elle ne serait pas aussi adaptée pour nommer, appelons ça l'univers diversitaire, tout ce que vous évoquez, en fait, des concepts liés à la société américaine. Et là, le français ne les a pas tout de suite intégrés, ne s'y est pas tout de suite plié. Certains disent, alors la langue française est archaïque, elle est en retard et elle doit se transformer de part en part. Oui, et puis des concepts parfois assez fumeux et assez complexes et qui sont, vous savez, l'anglais permet de construire des mots à tiroir qui sont à peu près intraduisibles en tant que tels, ou des formes assez hallucinante. Je veux dire qu'on invente des nouveaux pronoms pour parler des transgenres. Je trouve qu'on commence à aller peut-être un petit peu loin et on ne va pas refaire totalement la langue pour accommoder tout un chacun. On n'est pas sorti du bois si on se lance dans cette opération-là. Alors effectivement, le français, on va dire, le français, on est obligé d'utiliser le genre féminin ou masculin, donc tout est sexiste d'une certaine manière, ce qui est totalement aberrant dans la mesure où les genres grammaticaux n'ont absolument rien à voir avec le sexe. Je donne toujours cet exemple-là à mes étudiants. Le soleil est masculin, il n'a pas de pénis en tant que tel et ça n'a strictement rien à voir avec la sexualité. Mais vous noterez, cela dit, qu'aujourd'hui, c'est un bon exemple, ça va être notre dernière question avant la pause. Il y a aujourd'hui cette idée qu'on doit même transposer le combat féministe au cœur de la langue et qui ne s'enthousiasme pas pour ça devient, encore une fois, réactionnaire à peu de frais, finalement. Tout à fait. Et plus on va loin dans ce genre de propos, plus il est difficile de ne pas être taxé un jour ou l'autre d'être réactionnaire, justement. Alors, dernière question de quelques secondes avant d'aller à la pause. Est-ce que de ce point de vue, il faut combattre ce nouveau vocabulaire ou tout simplement essayer de montrer le plus indifférent possible à son égard? Non, je crois qu'il faut le combattre, qu'il faut rétablir une philosophie saine du mot juste et essayer justement de combattre ces absurdités linguistiques lorsqu'elles se présentent. Alors, nous allons à la pause pour quelques instants et nous revenons avec Patrick Moreau ensuite pour parler du livre Ces mots qui pensent à notre place. Radio VM. Chers amis, nous sommes de retour à la vie des idées pour parler avec Patrick Moreau de ce livre, Ces mots qui pensent à notre place, un livre qui vient de faire paraître aux éditions Libère. Alors, c'est une réflexion, je le disais, sur la manipulation politique et idéologique du langage, comment en empruntant certains mots qui nous semblent neutres, en fait, on en vient à emprunter un imaginaire, on en vient à emprunter un système idéologique sans même s'en rendre compte quelquefois. De ce point de vue, la bataille des mots et la bataille pour être capable la bataille du langage est une bataille pour savoir les conditions, pour déterminer les conditions même de la réflexion publique, et chose encore plus importante dans une société démocratique fondée sur l'échange d'arguments. Alors, Patrick Moreau, question à partir d'un auteur qui est présent dans le livre, évidemment, George Orwell. Quand on lit 1984,
qui est un livre bouleversant. Je me souviens de l'avoir lu vers 15-16 ans et avoir eu 2 journées d'insomnie de suite parce que j'étais terrifié à l'idée, mais que se passe-t-il si on bannit de plus en plus de mots de la langue? Que va-t-il se passer avec la pensée? Cette idée me frappait, mais elle est au cœur, en fait, de toute réflexion sur la langue d'une manière ou de l'autre. Orwell nous dit, il y a par exemple une notion qui, en fait, dans 1984, il nous dit l'objectif, finalement, c'est, dans la novlangue, d'effacer de plus en plus de mots pour empêcher les idées associées à ces mots-là de se former. Donc, créer un dispositif inhibiteur, un dispositif de censure, mais créer des conditions, ça va plus loin, empêcher la possibilité même de la formation de certaines idées parce que les mots pour le dire, pour l'exprimer ne seront plus là. Pourtant, peut-être je me trompe, mais la bête humaine est ainsi faite que ces idées-là ne disparaissent pas nécessairement, mais elles ne parviennent plus à s'exprimer. Est-ce qu'alors elles s'expriment par la violence? Est-ce qu'alors elles s'expriment sous la forme du refoulement, de la colère, de la frustration? Ou est-ce que tout simplement elles disparaissent? Et alors, on se retrouve dans un univers mental et politique terriblement appauvri. On ne peut pas, en fait, je pars de ce constat, mais qui était aussi celui d'Orwell et qui est d'ailleurs celui de la linguistique, ou en tout cas de la plupart des linguistes, qu'on ne peut pas effectivement penser sans mots. C'est-à-dire que les mots, cachent évidemment des concepts, et c'est dans ce rapport des mots à leurs concepts et au réel que la pensée va se construire. Et donc, oui, si certains mots disparaissent, ce sont des pans du réel, finalement, qui ne peuvent plus penser. Je vous donne un exemple qui me semble frappant pour nous. Le mot liberté, au sens de liberté politique, est une évidence pour nous. Et quand je le dis à mes étudiants, ils sont toujours étonnés, mais c'est un mot qui est relativement récent. En français, pendant tout le Moyen-Âge, le mot liberté, il existait le mot franchise, qui voulait simplement dire qu'on était exonéré de certaines taxes, de certains pouvoirs, etc. Et c'était le seul équivalent du mot liberté. Il n'y avait pas, évidemment, dans un système monarchique, de cette idée d'une liberté politique, encore moins d'une liberté individuelle, et on ne pouvait pas la penser. On va la repenser à partir de la philosophie antique, à partir de la Renaissance. Alors, on survole rapidement ce vocabulaire et on se demande quels sont, selon vous, les termes, en fait, les idées, les concepts, la part du réel qu'il sera de plus en plus difficile d'exprimer dans les années à venir si la novlangue finit par imposer véritablement son règne. Quels sont les pans du réel qui sont véritablement les visés les plus directement par ce nouveau dispositif inhibiteur, par cette mécanique de censure? Ma réponse va peut-être paraître un peu rapide. Faudrait rentrer beaucoup plus dans le détail des mots. Il y en a un, mais l'impression qu'on a, j'ai choisi 30 termes, mais l'impression qu'on a après ce parcours-là, c'est que ce qui est visé, c'est toujours un peu la même chose. C'est-à-dire le commun, d'une part, c'est une idéologie qui se cache derrière ces mots, qui est strictement individualiste, mais pas individualiste dans le sens noble du terme, où des individus seraient amenés justement à penser par eux-mêmes et à décider par eux-mêmes, une sorte d'individualisme du désir qui est beaucoup plus proche dans le fond du consommateur que du véritable individu libre et autonome que l'on souhaiterait en politique. Autrement dit, l'idée que les choix, les désirs, etc., rien ne peut être remis en question. Alors derrière, évidemment, cette perte de commun, il y a une perte de ce qu'on appelle l'autorité. Le terme, s'il y a un terme qui étonnie, c'est bien le terme autorité, autoritaire. On oublie que c'est la même racine qu'auteur. Hannah Arendt a écrit un texte superbe sur cette notion d'autorité, et que dans le fond, l'autorité, ça n'est pas le fait de frapper quelqu'un pour le faire obéir, mais justement de convaincre quelqu'un d'obéir parce qu'il a confiance en quelqu'un ou en quelque chose. Et aujourd'hui, si on essaie de réhabiliter cette idée-là, que ce soit à l'école ou en politique ou dans n'importe quel domaine, on est aussitôt taxé d'être vraiment un vilain petit canard. Et donc, c'est un peu tout ça. C'est une espèce d'appauvrissement des rapports humains. Les rapports ne sont plus perçus qu'à travers des formes d'abstraction, le droit, le commerce, le contrat, etc. Un appauvrissement, je crois, de la pensée, et pas seulement de la pensée d'ailleurs. Il y a une autre notion chez Orwell qui est la notion de crime pensé. C'est-à-dire finalement l'intériorisation par le commun des mortels que lorsqu'il a une pensée, il sait que c'est une pensée coupable, donc une espèce de logique d'autocensure de soi dans l'espace public. Est-ce que de ce point de vue, ce concept n'est pas particulièrement pertinent pour décrire l'évolution dans l'espace public de ceux qui, avec la notion de dérapage par exemple, moi qui m'obsède, scandale. Quand on entend parler d'un dérapage, c'est comme s'il y avait une route bien balisée qui nous dit vers où on doit aller.
parler. Et si on en sort, on a des agents de la circulation idéologique qui nous donnent une contravention. Oui. Est-ce que on peut faire un lien, par exemple, entre tout cet univers du crime pensé, ou de la crime pensée, et ensuite tout ce vocabulaire aujourd'hui, dérapage, scandale, ou tous les termes utilisés pour nous mettre en garde contre des individus. Quand on dira l'écrivain populiste, quand on dira le très controversé, tout ce vocabulaire qui sert finalement à nous mettre en garde contre un interlocuteur en accrochant à son cou une petite clochette pour dire quand il arrive, sachez que peu importe ce qu'il dira, il est dangereux. Il est controversé. Oui, donc, tout à fait, il y a de ça. Alors peut-être pas, évidemment, dans 1984, Orwell dépeint une société la plus totalitaire qu'on puisse imaginer. Alors, il s'agit peut-être pas de crime pensé, mais en tout cas de crime langage, ça c'est clair. C'est-à-dire qu'il y a des mots, des expressions, comme on le disait, qu'on ne va pas utiliser, des idées qu'on ne va pas exprimer publiquement. Et d'ailleurs, il est intéressant de voir comment ces mots ou ces idées se vengent dans le semi-privé qu'est Internet, etc., au grand scandale de tous, et généralement avec très peu un aspect rugueux et un peu abrupt et parfois insultant, mais c'est peut-être l'envers justement de cette aseptisation du langage public, c'est-à-dire que si l'on pouvait publiquement parler de certaines choses, utiliser certains termes sans que tout le monde érige autour de nous des barricades, peut-être que les gens dans le privé seraient moins portés, en tout cas, à un discours qui se veut libérateur et qui devient souvent là dangereux, où on lit en tout cas sur Internet toutes sortes de choses. Je me permets de vous transformer juste un instant en commentateur politique, vous me le pardonnerez, je l'espère, parce que ça fait directement un lien avec ce que vous venez de dire. Le débat sur l'immigration dans nos sociétés, on le disait tantôt, est un débat généralement très miné. Qui s'y avance sait qu'il peut piler sur une mine rhétorique à n'importe quel moment, être transformé en raciste d'une manière ou de l'autre. Donc c'est un débat qui a été peu à peu neutralisé, vidé de sa substance politique. On devient intolérant très rapidement là-dessus. Alors j'ai l'impression que le débat disparaît du débat public parce qu'une position consensuelle obligatoire, ça réapparaît ensuite dans les manifestations à la frontière, où on a d'un côté l'extrême gauche, de l'autre côté l'extrême droite qui se crie des insultes. Donc puisque le débat n'est pas assumé dans un langage démocratique qui assume la part de division ou de polarisation propre à la vie publique, mais ça réapparaît de manière caricaturale avec des manifestants qui sloganisent la vie publique. Et c'est dangereux parce que ces idées-là fleurissent, je veux dire, se répandent de plus en plus, etc. Alors je crois effectivement que le débat public serein, démocratique, ne doit pas faire l'impasse sur les divisions. Un terme qu'on utilise vous l'évoquez toujours, d'ailleurs, le mot division, il est consubstantiel à la démocratie. Évidemment, dans la démocratie, au contraire, il y a des divisions et elles sont assumées, et ces gens divisés acceptent de parler entre eux pour quand même vivre ensemble. Alors il est hallucinant aujourd'hui que des pans entiers du débat public soient refoulés, justement refoulés dans la sphère privée ou vers les extrêmes, et qu'on ne puisse plus en parler, ce qui n'est pas du tout sain, je crois, dans une démocratie digne de ce nom. On a parlé un peu d'Orwell. J'aimerais amener une autre figure qui est dans votre univers de pensée probablement, c'est Miloš, avec son livre La pensée captive. Et Miloš, dans son livre, qui est un livre majeur, justement, qui porte sur des enjeux semblables aux vôtres, cherche à comprendre ce qui se passe pour bien les intellectuels, puis s'intéresse spécialement aux intellectuels, quand ils vivent dans un univers dédoublé. C'est-à-dire, ils adhèrent officiellement à une vérité à laquelle ils ne croient pas en privé. Ou alors ils vont faire des efforts extrêmes pour formuler leurs idées dans le langage officiel, quitte à développer ensuite des névroses incroyables. C'est-à-dire, lorsque le rapport au réel est censuré, est proscrit et est absolument décomposé, eh bien, la possibilité même de nommer le monde lorsqu'elle disparaît, c'est la conscience elle-même qui est troublée. Est-ce qu'on vit aujourd'hui dans un monde où, même chez les intellectuels, chez ceux qui ont un devoir normalement de parler le plus clairement et de nommer le monde et de l'expliciter avec le plus d'honnêteté possible, est-ce qu'eux-mêmes fonctionnent aujourd'hui, à bien des égards, dans une forme de logique de refoulement de leurs pensées? Est-ce qu'ils se soumettent aussi finalement à ces mots qui pensent à notre place? Je serais peut-être malheureusement moins charitable que Miloš, mais la situation n'est absolument pas la même. Il me semble qu'il règne dans le monde intellectuel, pas chez tout le monde évidemment, mais disons majoritairement, un immense conformisme, ce qui
qui va carrément à l'encontre de ce qu'on attend d'un intellectuel, c'est-à-dire la liberté de penser, y compris la liberté de s'opposer justement aux majorités, etc., ou à une pensée officielle quelconque. On a l'impression aujourd'hui, au contraire, qu'une part du monde intellectuel, particulièrement dans les sciences humaines, dérive vers des postures qui sont très franchement idéologiques, politiques, disons-le au sens large, et que cette liberté de pensée qui est supposée fonder le monde intellectuel n'est plus vraiment là. Je vous relance sur une question qui est un peu à l'écart de la politique, mais pas complètement. Il y a deux formules, bon, il y en a plusieurs en fait, il y a deux articles, ou trois en fait, je viens de me rappeler le troisième, qui relèvent cette fois du vocabulaire courant, c'est-à-dire moins le vocabulaire idéologique dont on décrypte tout de suite la charge idéologique, mais trois entrées. Donc il y a bonhomme sourire, il y a créativité, et il y a à la fin c'est ouah. C'est-à-dire ce cri d'étonnement joyeux. Vous nommez... Bon, j'aimerais revenir sur chacun de ces trois items parce que je pense que là, ça décrit le langage du commun des mortels, de ceux qui sont pas habitués justement à jouer avec ces mots qui pensent à notre place et qui en viennent même quelquefois à s'emparer d'images qui pensent à notre place. Oui, d'abord, je vous pose la question très largement. Vous avez l'article consacré au bonhomme sourire. Que cache l'utilisation du smiley, des émoticônes, des emojis et ainsi de suite, surtout dans le langage des réseaux sociaux? Qu'est-ce qu'on cherche à exprimer à travers ça? Et est-ce qu'on n'assiste pas à une forme d'infantilisation effrayante de la pensée lorsqu'on en vient à penser par étampes comme à l'école primaire ou avec des petits bonhommes sourires qui sont censés exprimer le fond de nos sensations, de nos sentiments, de notre pensée? Oui, je ne résumerai pas le texte sur ces bonhommes sourires, mais effectivement, qui doit être lu, je le précise. Infantilisation, c'est une évidence absolue, qu'on soit amené à ponctuer nos courriels d'émoticônes, généralement en tout cas, qui sont des dessins assez peu esthétiques et assez peu complexes, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a quelque chose de très enfantin là-dedans, et même dans cette idée d'ailleurs que l'individu doive toujours se montrer souriant, bonhomme, sans jeu de mots. Et de bonne humeur, ce qu'on attendrait peut-être d'un enfant. Un enfant renfrogné, ça peut inquiéter un petit peu. Un adulte, par contre, il est tout à fait normal qu'il ait un certain nombre de soucis et qu'il n'ait pas toujours un sourire éclatant étampé sur les lèvres. Donc il y a cet aspect-là, évidemment, l'infantilisation qu'on retrouve dans plusieurs de ces mots à la mode d'ailleurs. Mais je crois aussi, c'est une autre remarque que je fais dans ce texte-là, qui me paraît pertinente, c'est que ces émoticônes sont toujours tournés vers l'émetteur du message et jamais vers le récepteur. Alors qu'on peut remarquer que la politesse, elle, est toujours tournée vers le récepteur. On va, en tout cas, lui souhaiter, mettons, une bonne journée, on s'adresse à quelqu'un, tandis qu'avec l'émoticône du bonhomme sourire, on dit à ce quelqu'un « je suis heureux, je suis souriant ». Autrement dit, on a quelque chose qui est très égocentrique dans ces signes-là. De l'égocentrisme, passons pour le plaisir de la chose à l'authenticité. Les deux termes sont finalement plus liés qu'on ne le croit. Vous nous dites Donald Trump et Céline Dion ont quelque chose en commun, du moins dans le langage public. Ils sont profondément authentiques, du moins. Ils jouent la carte de l'authenticité, comme s'ils dévoilaient le fond de leur être, comme s'ils c'était des gens qu'on pouvait apprécier parce qu'ils nous révèlent, selon la formule, le fond de leur trip. Bon, ouais, alors moi j'ai coutume de dire très méchamment, méfiez-vous de quelqu'un qui veut aller au fond de lui-même. Il se pourrait qu'il ne creuse pas très profondément, mais soyons un peu moins méchants. J'aime bien la formule, oui. Ce langage de l'authenticité, est-ce qu'il ne s'agit pas en fait d'un langage, je vous pardonnerai le ton un peu mélancolique, mais terriblement décivilisateur? C'est-à-dire être authentique, c'est lorsqu'on est en colère, eh bien on brise quelque chose. Et c'est lorsqu'on a envie de quelque chose, on le prend sans demander. Ou lorsqu'on tweet sans trop réfléchir. Oui, lorsqu'on tweet sans trop réfléchir et on dit ouais, mais moi je suis quelqu'un d'authentique, je dis ce que je pense. La personne authentique, c'est la personne qui n'a pas d'égard pour l'autre dans la conversation parce qu'il dit ce qui lui passe par la tête et ainsi de suite. Est-ce que cette référence à l'authenticité n'est pas quelquefois une espèce de légitimation de la fin de toutes ces
petites nuances du monde qui font la politesse, l'art de vivre avec l'autre véritablement, le souci de l'autre. Est-ce que l'authenticité, finalement, n'est pas quelquefois le masque d'une barbarie qui ne dit pas son nom? Oui, tout à fait, d'une brutalisation de l'échange avec autrui, de ce qu'on appelait dans le temps la société, et donc le côté social, sociable de l'individu. Or oui, on parlait tout à l'heure de ces individus qui refusent le commun. Eh bien, dans le fond, c'est quoi? Qu'est-ce qu'un individu qui refuse le commun? C'est quelqu'un qui va s'imposer aux autres brutalement, méchamment, souvent bêtement. Et on en a toutes sortes d'exemples dans la société actuelle. Ne serait-ce que, par exemple, on est très loin de l'authenticité, mais le fait d'écouter de la musique très fort dans les transports en commun est devenu quelque chose de commun et d'acceptable, même si on dérange tout le monde. Alors revenons à l'authenticité. Oui, quand on parle par exemple du président Trump, c'est évident que ce qu'on appelle son authenticité, ce que lui-même appelle être soi, c'est tout simplement de dire tout ce qui lui passe par la tête, y compris ce qui est le plus irréfléchi, et y compris ce qui peut être dangereux de la part d'un président des États-Unis. Si je peux me permettre de rajouter une remarque, il y a aussi dans tous ces termes authentique ou transparence par exemple, ce sont des mots qui ont été dévalués par le discours actuel médiatico-politique, c'est-à-dire qu'ils ont généralement une origine noble. Être authentique, c'est un souci philosophique qu'on retrouve chez Kierkegaard, etc., qui évidemment est chez ces gens-là tout à fait pensé comme une sorte de réalisation suprême de soi et non pas du tout comme un égoïsme qui déborde sur les pieds du voisin. Même chose pour transparence, qui vient de la Russie, des réformes de Gorbatchev en fait en URSS. Et on a l'impression que tous ces termes-là s'affadissent. Tous ces termes-là sont repris, mais pour dire des choses beaucoup moins importantes, pour dire des choses, voire même d'ailleurs parfois pour dire leur contraire, en fait. Je pense à responsable, par exemple, qu'on utilise beaucoup et qui est évidemment un terme qui éthiquement est très intéressant. Hans Jonas, le principe de responsabilité, etc., et qu'on utilise maintenant finalement comme véhicule publicitaire. Je vous relance sur un terme aussi qui est présent dans votre livre, mais là, ça fait beaucoup fait sourire, c'est « ouah ». C'est le dernier. Oui, mais j'ai trouvé ça très important parce que effectivement, on a l'impression aujourd'hui que la pensée la plus authentique, pour rester en lien avec ce qu'on vient de dire, est une pensée par onomatopée. Ça me rappelle, il y a une vieille série Batman dans les années 60-70, je crois, où on entendait bing, bang, boum. Oui, ça ressemble à cet imaginaire. Alors, j'ai l'impression que, encore une fois, quand on parle de régression de la pensée, d'infantilisation de la pensée, mais aussi d'infantilisation du langage, lorsqu'on en vient à s'exprimer en disant ouah ou waouh ou miam et tous ces mots, j'ai le sentiment qu'on se retrouve devant une espèce d'abrutissement total du langage. Et l'homme n'a plus pour exprimer son sentiment que quelques onomatopées disponibles qui témoignent en plus apparemment de la supériorité de son authenticité, qu'on est vraiment devant quelqu'un de vrai, de sincère, d'authentique. Qu'est-ce qui se cache derrière « Ouah » ? Ce terme me fascine, je dois dire. On l'utilise de plus en plus dans les émissions de télévision, toutes sortes de télé-réalités, etc. C'est devenu vraiment l'exclamation presque unique et bientôt universelle. Là encore, elle vient de l'anglais, bien entendu, ce qui n'est pas du tout innocent. Oui, il y a quelque chose, là encore, d'infantilisant d'une part. Vous faisiez référence aux bandes dessinées. Alors on est dans tout cet univers de Bing Bang, de bonhomme sourire également, de choses simplissimes qui ne reflètent aucune complexité, qui ne reflètent aucune réflexion, qui sont supposées être des véhicules d'une spontanéité, mais d'une spontanéité qui passe à travers le filtre d'une parole médiatique que l'on a intériorisée. Ce qui est quand même assez ironique en termes de spontanéité. D'autre part, ça reflète aussi une perte à la fois de mots et de sentiments. C'est-à-dire que devant un beau spectacle, je sais pas, devant un spectacle naturel, d'exception, est-ce que la seule chose que l'on puisse dire, c'est « ouah » ? Est-ce qu'il n'y aurait pas 1001 façons d'exprimer l'enthousiasme, le respect, l'admiration, enfin bref, des sentiments qui ne sont pas tous identiques les uns aux autres. Et on y perd, je crois,
une subtilité de l'expression des sentiments. Sur la question de la subtilité de l'expression des sentiments, des nuances nécessaires, vous avez aussi un chapitre ou un article qui est consacré au mot like, qui est l'univers Facebook. Oui. Alors, je cite juste un extrait que j'ai trouvé remarquable, mais c'est surtout de par son sens limité, le mot like, qu'il s'assortit à la novlangue orwellienne. Le like, en effet, ou ce j'aime dans sa traduction française, ne fait pas dans la nuance. Il ne dit pas j'adore, j'affectionne, j'apprécie, j'approuve, je raffole ou j'aime bien. J'aime un peu, j'aime beaucoup, j'aime à la folie. Sans compter, ça me plaît, je trouve ça intéressant, je suis d'accord. À côté de toute cette richesse de la langue, qui offre aussi une licence, une certaine souplesse à la pensée, répétons-le, le like est moins un mot qu'un signal. C'est un bon exemple, me semble-t-il, justement de cette disparition de l'infinie complexité de la langue qui permettait de décrire un rapport au monde dans sa complexité. Et désormais, dans le rapport au monde, on se contentera de liker. Et il y a quelques années, tout récent, Facebook a décidé d'ajouter quelques émoticônes supplémentaires où on a une face très en colère, sceptique. Mais fondamentalement, on pense le monde en like et en non-like. Que comprendre de cette réduction, encore une fois, du vocabulaire de l'appréciation au simple mot like? Cette réduction du langage en signaux, c'est ce qui me fait peut-être le plus peur dans cette tendance on incline à une pauvreté très grande du vocabulaire et en plus donc à des espèces de mots signaux qui n'ont pas vraiment de concept ou en tout cas qui reflètent un concept absolument minimaliste, mais par contre qui reflètent une vision du monde absolument binaire. Ouais. Et ça, ce n'est pas innocent. Les grandes idéologies du passé ont toujours conçu l'univers de façon binaire, que l'on pense au nazisme, alors les juifs et les ariens, le communisme évidemment, les bourgeois, les prolétaires, etc. On plonge en plein là-dedans et ce qui est intéressant, c'est qu'on n'y plonge pas seulement dans un discours politique. Le like, a priori, n'est pas politique. En fait, l'hypothèse que je fais, c'est qu'il l'est. Il l'est parce qu'il force justement à définir like, don't like. Deux oppositions, noir-blanc, aucune autre, aucune nuance, aucune possibilité justement de percevoir une complexité du réel. Il y a un autre mot qui n'est pas présent dans votre dictionnaire, mais qui me fait penser à cet univers-là, c'est aussi le mot cool, qui s'est imposé non seulement aux très jeunes générations, mais qui peut être utilisé aujourd'hui par un sexagénaire de manière en disant « Ah, ben c'était cool comme soirée » et ainsi de suite. Encore une fois, on voit ces mots qui sont souvent par ailleurs importés de l'anglais, ouais. qui arrivent et qui éliminent d'un coup une cinquantaine de mots disponibles, peut-être davantage, et notre rapport au monde ensuite, et c'est ce qui me frappe, et c'est ce que suggère votre ouvrage, je crois, notre rapport au monde en est finalement appauvri. C'est-à-dire, au-delà même de la dimension politique qui est fondamentale, au-delà même de la dimension idéologique, il y a tout simplement un appauvrissement du rapport au monde, dans la mesure où, pour goûter le monde et l'apprécier, il faut être capable de le nommer dans ses subtilités. Si devant une bouteille de vin, on sait dire « ouais, j'aime ça » ou « j'aime pas » ou « ou pas « si devant un chocolat, on fait juste dire « ah, c'est bon » ou « c'est pas bon » et ainsi de suite, on pourrait multiplier les exemples. C'est la capacité même, c'est l'expérience des sens, c'est l'expérience du monde dans ses différentes dimensions qui est finalement appauvri et diminué. Oui, c'est clairement je le répète, mais c'est ce qui m'inquiète le plus dans cette défaite du vocabulaire. Or, l'exemple de cool, oui, un bon exemple. Tout peut être cool. Un film, un cours, un livre, une promenade en forêt, bref, mais ça ne veut plus rien dire. On notera d'ailleurs que comme like, ce sont des termes généralement monosyllabiques. Donc là encore, même la complexité du mot est refoulée, elle serait trop compliquée à articuler. Donc on a des articulations qui souvent viennent de l'anglais, mais qui sont extrêmement simplistes. Et ça aussi, régression langagière, je crois que c'est assez évident. On pourrait même évoquer le fameux québécois c'est écœurant, qui définit à la fois ce qui est horrible et à la fois ce qui est absolument désirable de ce point de vue. Mais comme quoi on est capable de s'appauvrir le langage par soi-même quelquefois. Il nous reste à peine de 4 minutes. J'aimerais vous ramener sur la dimension évidemment politique de votre ouvrage. Nous vivons dans une époque où le politiquement correct exaspère, le politiquement correct est critiqué, mais ou la novlangue plus largement, mais la novlangue continue d'étendre son empire. Vous nous invitez en conclusion à dégeler les mots, les significations congelées dans la novlangue. Vous nous invitez à combattre finalement, c'est ce qu'on disait tantôt, cette novlangue, mais de quelle manière combattre la novlangue, de quelle manière réapprendre à parler d'une manière ou de l'autre?
Oui, dégeler, c'était une métaphore qu'utilisait Hannah Arendt justement pour définir un peu finalement la réflexion philosophique. C'est-à-dire que les mots on doit s'interroger sur les concepts qui se cachent derrière les mots. Comment s'y opposer? Alors je pense que ça part de l'individu d'une part et que ça n'est pas du tout évident. S'y opposer simplement en posant des questions de bon sens. Que voulez-vous dire par là? Vous venez de parler d'appropriation culturelle. Qu'est-ce exactement que l'appropriation culturelle? Et je suis prêt à parier que la plupart des gens qui utilisent ces expressions seraient absolument incapables de les définir, disons, avec une certaine précision. Mais au moins, le simple fait de demander à ce qu'on définisse les termes qui sont en débat permet de créer un débat, permet de s'opposer et de dire ce terme-là n'est peut-être pas adéquat, etc., etc. Donc de s'opposer à cette novlangue sur le plan individuel, sur le plan, je dirais, professionnel également. Alors en tout cas je suis enseignant, puis on est nombreux à vivre dans des univers professionnels où on a des réunions, etc., d'où émanent un certain nombre de textes ou un certain nombre de discours qui utilisent cette novlangue. Donc forcer peut-être nos interlocuteurs à réfléchir aux mots qu'ils utilisent. Je vous transforme un instant en analyste de la vie politique, encore une fois. Nos hommes politiques sont souvent pris, justement, eux-mêmes parlent ce langage, et lorsqu'ils ne le parlent pas, on les oblige à le parler lorsqu'ils sont devant les grands tribunaux médiatiques. Oui. Est-ce que, de ce point de vue, le prolongement, de votre ouvrage, ce n'est pas aussi une critique du système médiatique et de son appropriation de cette novlangue, cette banalisation, cette normalisation de la novlangue? Est-ce que, autrement dit, les médias ne sont pas aujourd'hui un pouvoir qui ont besoin de leur contre-pouvoir, et le contre-pouvoir, c'est justement celui de ceux qui viendraient critiquer le langage dominant utilisé par animateurs et journalistes et chroniqueurs et éditorialistes? Oui, alors le pouvoir médiatique est un pouvoir, c'est absolument indéniable. Un pouvoir peut-être souvent inconscient de lui-même, c'est-à-dire que je pense que les journalistes, eux aussi... Ils se croient encore dans le Watergate, ils se croient encore en lutte contre le pouvoir, alors qu'ils sont désormais le pouvoir. Et ils sont probablement inconscients d'être eux aussi victimes de la mode, d'une certaine façon, pour ces mots et ces nouvelles idées sur lesquelles je suis pas certain qu'ils s'interrogent tant que ça dans le quotidien. En tout cas, certains d'entre eux. Même chose pour les politiques. Je vais finir sur un exemple qui est peut-être un peu délicat, mais c'est la fameuse expression racisme systémique dont on parle depuis plus d'1 an. Est-ce qu'on n'a jamais défini très précisément de quoi on parle? Si on creuse un peu la question, la notion de racisme fait consensus. C'est un terme qui est assez facile à définir et à condamner. La notion de racisme systémique, c'est une sorte de racisme sans raciste. Autrement dit, la société, même si les gens ne sont pas individuellement racistes, serait raciste par son fonctionnement. Je m'excuse, mais ça n'est pas absolument clair et ça demanderait justement à ce qu'on y réfléchisse. Est-ce que ce terme-là révèle effectivement un fonctionnement social ou alors est-ce que c'est une construction qui finalement cache les véritables enjeux par rapport à ces questions-là? Les politiques, pourtant, n'osent pas. Je pense au Parti québécois, mettons. Ils vont critiquer une commission sur le racisme systémique, mais n'osent pas interroger le terme lui-même, qui pourtant, à mon sens, le mériterait. Ne serait-ce que pour éclaircir les choses, d'ailleurs. Alors, sur cette nécessaire remise en question, nous terminons cet entretien, cette émission d'aujourd'hui avec Patrick Moreau. Merci infiniment d'être passé à notre micro. Merci à vous. Et chers auditeurs, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un autre épisode de La Vie des idées. Restez à l'écoute de Radio VM.